Il y a un arbre qui est tombé pendant la tempête. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Vers l'autonomie. Je vais essayer de pas trop bouger parce que malheureusement, j'ai pas encore le budget pour te mettre un stabilisateur. J'espère que ça viendra plus tard. Alors non, on ne commence pas cet épisode sur le nouveau terrain. Comme tu le sais, j'étais absent pendant 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc là, on est chez moi, dans ma maison actuelle, qui, par rapport au projet, n'est toujours pas vendue. On a de bonnes pistes, mais à voir ce que ça va donner plus tard. Et je voulais commencer cet épisode ici, pour te présenter quand même quelque chose qui est hyper important, ma future maison. Parce que le projet a bougé depuis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions de ma part. Le temps pendant lequel j'étais absent, je n'ai rien fait sur le terrain. Le terrain n'a pas bougé, mais je te montrerai tout à l'heure. Pour 2 raisons. La principale, c'est que j'ai consacré tout ce temps-là à l'étude et à la réalisation du permis de construire de la maison. Et la deuxième raison, c'est que je voulais pas avancer sur le terrain sans te montrer. Et j'avais vraiment pas le temps d'y aller et de faire quoi que ce soit là-bas, donc le terrain n'a pas bougé. Mais on fera ça ensemble, il est toujours temps de préparer les zones pour faire le potager, donc ça c'est pas un souci. On ira tout à l'heure. D'ailleurs tu verras, on a 2-3 trucs à planter. Comme je te le disais, le projet a changé. Tu sais qu'à la base, je voulais déposer mon permis de construire. Le projet de faire une maison tout seul en autoconstruction est maintenu, bien sûr. Ce qui a changé, c'est que je ne vais pas faire un petit chalet en bois sur le terrain qui m'aurait servi de cabane de chantier. Ça coûte assez cher à réaliser. Je pense que pour pouvoir vivre vraiment confortablement dedans, j'en avais pour à peu près une dizaine de milliers d'euros, chalet compris, voire plus, c'est le minimum. Et à mon avis, ça aurait plus coûté 12-13 000 euros. Donc j'ai opté pour une autre solution qui me permettrait aussi d'avoir un petit local de stockage peut-être sur place en attendant de vraiment emménager là-bas. Et cette solution, c'est ça. J'ai acheté une caravane. Voilà, je l'ai prise suffisamment grande parce que mine de rien, je ne suis pas tout seul. Il y a quand même aussi mon fils à loger là-dedans, hein. Bah oui, il faut pas déconner. Et puis j'ai pris quelque chose aussi qui était dans mon budget, parce que j'ai pas non plus un budget faramineux. Donc c'était l'alternative au chalet, c'était ça. Surtout qu'il y a un haut-vent qui se met devant, donc ça peut doubler la surface. Pour moi, ça me semblait la meilleure solution. Donc là, actuellement, elle est en restauration. Je vais te la faire visiter et puis je vais t'en parler un tout petit peu de ce qui est en cours là-dedans et de ce que ça va donner sur le terrain. C'est pour cette raison que je voulais commencer la vidéo à la maison, parce que oui, elle est à la maison, ça me permet d'avoir l'électricité pour pouvoir faire les travaux à l'intérieur. Mais je vais te montrer ça tout de suite. Bon, tu vois, je sais pas si tu t'y connais ou pas en caravane, c'est un modèle somme toute classique, une Bustner des années 91 je crois. Là actuellement je l'ai bâché parce que toutes les ouvertures au-dessus, les joints sont assez anciens. Et vu qu'on est en saison hivernale là pour l'instant et puis que le printemps va arriver, il va beaucoup pleuvoir et il a déjà beaucoup plu. Donc je l'ai bâché pour me laisser le temps à moi d'aller refaire les joints du dessus pour qu'ils soient propres, neufs et qu'au moins j'ai pas d'entrée d'eau. La deuxième raison pour laquelle j'ai bâché, tu vois, j'ai bâché complètement la baie avant, c'est que la baie avant a eu des infiltrations d'eau, donc j'ai dû tout changer à l'intérieur, mais ça je vais t'en parler une fois dedans. Donc 6,50 m, en vrai c'est plutôt pratique parce qu'on a un salon, des toilettes, une cuisine et une chambre au fond, mais ça on va aller voir. En tout cas, une caravane que j'ai achetée pour pas trop cher, j'ai trouvé dans le coin, donc ça c'est cool. Voilà, ma maison c'est ça, enfin ma future maison. Je te fais visiter? Allez c'est parti. Tada! Ah oui, on voit rien, bravo! Attends, je rentre. Tu vois ici, j'ai un carré de vie, donc avec une table qui se rabaisse, et ça peut se transformer en couchage. Bon, c'est pas le but, mais pour accueillir du monde, c'est faisable. Sur la droite, tout de suite, j'ai un meuble de rangement ici et ici, avec des prises électriques. Une petite cuisine, donc avec aspirante, frigo intégré, qui se gère au gaz et à l'élec. Donc ça, il faut que je vois encore comment faire. Là-dessous, j'ai un évier. Alors, honnêtement la flemme, mais voilà, tu vois, donc plaque de cuisson, l'évier est de ce côté là, voilà. Alors bon forcément c'est un peu dans son jus, mais c'est pas mal. Les placards de rangement partout qui se ferment, donc ça c'est cool. Là ce que tu peux voir là c'est un chauffage au gaz. Alors ça c'est un peu le point négatif de la caravane, c'est que tout le circuit gaz n'a pas été testé depuis longtemps. Donc il va falloir que je branche une bouteille et que je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Juste au-dessus tu as un placard de rangement
enfin une penderie. Je pense qu'à terme ici, il y aura un placard électrique, tu vois, il y a déjà l'électricité, tout ça, il faut que je me penche là-dessus, j'ai pas eu encore le temps de le faire. Nous avons la chambre, et l'avantage, et ce qui m'a fait acheter cette caravane, c'est qu'on n'a pas une chambre avec un lit double, on a une chambre avec 2 lits simples. Alors je me suis allongé dessus, je tiens largement, hein. Mon petit radis, il faut bien qu'il ait un endroit où dormir, et au moins, on dort dans 2 lits séparés plutôt que dans un grand lit. Je me voyais mal dormir dans le même lit avec le loulou. La chambre ferme, donc il y a un système de porte qui coulisse comme ça de double porte, donc on peut fermer la chambre, ce qui me permettra par exemple d'aller travailler dans le salon et que mon petit radis lui dorme tranquillement. Et on a un petit peu de rangement, donc là on pourra ranger ses jouets, on a de quoi mettre des habits, alors nous on n'en a pas beaucoup, donc ce sera largement suffisant, et même si j'ai besoin, il y a des coffres énormes en dessous des lits où on peut ranger encore plein de trucs. Pour l'instant, là ce que vous voyez c'est le tapis de sol qui va dehors. Donc il n'y aura pas tout ça. Donc il y a un bidon ici avec une petite pompe 12 volts dedans. Ça c'est la réserve en eau de la caravane. Ça c'est un des points qu'il va falloir que je travaille aussi, c'est l'autonomie en eau. Donc je pense honnêtement que moi je vais prendre la moitié pour faire une grosse cuve d'eau. Le problème ça va être l'équilibre de la caravane. Donc à mon avis il y en aura 2. Une là, une là. Maintenant il faut que je vois comment je les relie. Est-ce que celle-là va pas juste uniquement gérer la cuisine qui est là-bas et celle-ci gérer la salle de bain? Je pense que c'est comme ça que ça devrait finir. Mais ça m'oblige à avoir 2 pompes. Je sais pas encore. Sur le côté, il y a une petite salle de bain. C'est juste une cabine de douche, ça paye pas trop de mine, mais c'est largement suffisant. Bonjour! Il y a des toilettes chimiques, bah évidemment, comme dans toutes les caravanes, et un lavabo. Alors ce lavabo-là va sauter. J'en ai pas besoin, vu que j'ai un lavabo dans la cuisine, honnêtement, 2 lavabos, c'est inutile. Le gros avantage, c'est que le bac de douche, lui, il va en dessous. Donc je vais enlever tout cet élément-là, j'ai regardé, il y a que des vis, et récupérer une salle de bain carrée. Ça me fera plus de place pour la douche, etc. Ce sera bien plus pratique. Donc ça, bah c'est la future maison. Alors il y a beaucoup de travaux, il faut que je revoie l'électricité. Comme je te disais, toute la baie arrière ici a été refaite, donc tout l'entourage de la baie. Le problème c'est qu'ici, vu qu'il y a eu des infiltrations d'eau, il y a eu plein de petits trous à cause des projections de cailloux dans l'aluminium, et ben l'eau s'est infiltrée et a pourri complètement tous les bois autour de la baie. Donc j'ai dû m'amuser follement et tout enlever et tout refaire à neuf. J'en ai profité aussi pour venir coller une couche de liège de 2 mm par-dessus, comme ça me fait une isolation supplémentaire. Ce qui me reste à faire là, c'est mettre des petites baguettes sur les bords, et puis venir faire une peinture de finition à la rigueur à l'extérieur. Mais bon, c'est pas gênant, tant que l'eau rentre pas, c'est le principal. Et puis mine de rien, bah, un truc qui est important dans cette caravane, comme je te l'ai dit, je suis pas sûr de l'état de fonctionnement de tout ce qui est branché au gaz. Donc ça comprend le frigo, les plaques, et le chauffage. Alors vu l'état du chauffage, à mon avis c'est mort, il marchera pas. Maintenant tout ce que j'espère c'est qu'il n'y ait pas de fuite de gaz, donc il va falloir que je teste ça, que je branche une bouteille propane dessus pour voir s'il y a des fuites. Alors, à mon avis au niveau de la cuisinière ça devrait aller parce que ça reste un circuit gaz en tube solide, c'est pas du tout du flexible, c'est du cuivre. Donc ça déjà c'est bien. Et puis il faut que je teste le frigo, voir s'il peut marcher ou pas sur du gaz. Pour en revenir à nos moutons et le projet, bon bah tu as vu globalement ma future maison. Ce ne sera pas un chalet mais une caravane, et honnêtement eh ben, je pense que j'ai autant de place dans cette caravane que dans le chalet que j'allais construire. Au final, le retard que j'ai eu sur le terrain, bah, il est compensé largement par l'investissement dans cette caravane. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait que bah, maintenant, la prochaine étape, ça va être pour moi de déposer le permis de construire à la mairie. Et malheureusement, pour déposer ce permis de construire, il me reste encore l'étude énergétique à faire et ça va me demander du temps parce qu'il faut que je refasse des plans. Ce ne sont pas les mêmes plans que dans le permis de construire et il faut que je trouve le temps de le faire pour pouvoir valider cette étude énergétique et pouvoir déposer le permis. Pour un permis de construire, il faut savoir qu'il y a un plan de masse à faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le plan de masse actuel et le plan de masse du projet, comme ça permet vraiment d'avoir les deux visuels et de voir ce qui va être implanté sur le terrain. Il te faut aussi un plan de la maison en coupe, et couplé à ça, il faut aussi des plans de toutes les façades. Et attention, il faut que ces plans soient tous à une échelle bien précise. Donc ça m'a pris un temps de malade, de vérifier toutes les cotations, les trucs, etc., de dessiner tous les éléments. Je vous raconte pas le temps que ça prend. Honnêtement, si vous n'êtes pas calé dans un logiciel de dessin, vous lancez pas dans l'aventure. Faut que ce soit précis. Et ensuite, il faut des vues un peu de ton projet intégré sur le terrain. Alors là, c'est pas évident à faire. J'ai réussi à me dépatouiller, à faire un truc pas trop mal. Ça donne une vision de la chose. Une fois qu'il y a tous ces plans de fait, permis de construire, il y a un descriptif à faire de ton projet, etc. Et puis bah, le certificat, comme quoi tu respectes la norme RE 2020, qui est plutôt bien rude, t'as pas intérêt à te planter dans ton isolation, parce que maintenant il y a des normes qui sont vraiment assez hautes en termes d'isolation et de confort d'été, à ne pas négliger. Faut pas qu'il fasse trop chaud dans ta maison. Bref, voilà, le permis de construire en est à ce stade-là. Une fois que l'étude est faite et que j'ai mon certificat, on envoie tout ça en mairie. Je pense que je me déplacerai là-bas pour parler un peu du projet plus en profondeur avec eux. Puis après, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts pour que mon projet leur plaise, que ça rentre bien pile poil dans les cases. Normalement, devrait pas y avoir de soucis. En face de chez moi, il y a un dépôt de fuel et une maison en bois bleu. Normalement, ma maison devrait rentrer dans le paysage. Là, sans problème.
mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est la prochaine étape. Bon voilà, ça y est, je suis sur le terrain. Alors le temps n'est pas au beau fixe, hein, on peut pas se mentir. Alors ici, comme je te le disais, rien n'a bougé depuis le dernier épisode. Avant de partir voir la seule chose qui a vraiment changé, ici le récupérateur d'eau marche toujours bien, ça récupère de la flotte pour cet été. Alors il va falloir que je l'améliore et que je mette plus de réserve. Le petit coin là, j'ai enlevé les carottes parce que ça poussait plus, hein, mais on refera un test un peu plus tôt dans la saison, faire la différence entre des carottes repiquées ou pas. Et il y a quand même une chose, mine de rien, à changer sur le terrain, et là c'est indépendant de ma volonté, mais quelque part c'est cool. Il y a un arbre qui est tombé pendant la tempête. Alors c'est pas cool, ça reste un arbre en moins, surtout un chêne qui était assez ancien. Donc pour ça c'est pas cool. Ça c'est la vue du terrain. Ici là on est dans la maison. Si je me recule un peu, voilà. Donc il y a un angle de la maison qui est là, un autre qui est là, et la maison sera tout en long. Et je sais pas si tu te souviens, mais je pense que tu dois le voir, ici il y avait un chêne, un énorme chêne qui quelque part bouchait un peu la vue. Et c'était dommage parce qu'il était vraiment en plein milieu et vraiment très grand, donc on n'avait pas le soleil toute la journée ici, et ben c'est le seul arbre qui est tombé sur le terrain pendant la tempête. Je pouvais pas le couper cet arbre parce qu'il est chez les voisins. J'aurais bien aimé le faire tomber, mine de rien, parce que pour la maison il était aussi un peu dangereux. Et puis tu vois, il est tombé avec la tempête. Donc du coup j'ai une vue de malade sur toute la vallée. Alors là aujourd'hui il fait pas beau donc on voit pas dans le fond, mais tu verras cet été, la vue est dingue ici. La vue est vraiment dingue. Le voisin est en train de débiter le bois là, tout ça ce sera évacué, et je vois qu'il a balancé les branches chez lui de l'autre côté. Voilà, c'est le seul truc qui a changé. À part ça, comme tu peux le voir, le terrain n'a pas bougé. Il y aura du boulot à faire dessus au printemps, mais ça n'a pas bougé. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour planter les fruitiers. Alors je l'ai fait off cam parce que là je te parle et en fait la caméra est en train de prendre la flotte à mort, donc je peux pas rester à fond, mais pas de souci, je vais quand même prendre le temps de t'expliquer comment moi je plante les fruitiers. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, hein. Il y en a plein, bon globalement ça se rejoint un peu partout, mais je vais te montrer comment moi je le fais. Voilà, comme ça si tu sais pas, ça peut te servir de base. J'en ai planté 9, 2 pruniers, 2 poiriers, 2 pommiers, 2 cerisiers et un noyer. Le noyer, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est un arbre qui peut monter très haut, mais on peut faire en sorte qu'il ne monte pas si haut que ça. Par contre, en dessous, rien ne pousse. C'est dû à je ne sais plus trop quoi, mais en me renseignant vite fait, j'ai vu qu'en dessous, les noyers, généralement, il fallait rien mettre parce que ça ne poussait pas. Donc attention, si jamais tu veux mettre un noyer chez toi, tu ne le mets pas n'importe où. Tu te souviens du projet, là ça va être la zone animaux. Moi je vais faire le verger dans la zone animaux. C'est pour ça que j'ai planté absolument tous mes fruitiers ici. Donc dans le fond, il y a les 2 pommiers, il y a un prunier que j'avais déjà implanté l'été dernier. Je ne l'avais pas implanté à la bonne saison, mais bon, c'était quelque chose qu'il fallait que je dégage de chez moi. Les pruniers ici, j'ai mis le cerisier là-bas au milieu, et j'ai mis les poiriers ici. Ils seront en dehors de la zone animaux parce que les poires on adore ça, et du coup on veut vraiment tout récolter. Voilà, les prunes, pommes, etc. c'est pas très grave. Et j'ai aussi mis un cerisier tout là-bas, on le distingue à peine, qui lui sera près du cabanon et qui sera dans le potager pour faire un peu d'ombre. Parce que tu te souviens, l'année dernière, la problématique d'ici c'est que l'été c'est en plein cagnard, et du coup ça galère un peu à pousser. Donc j'ai mis un cerisier là-bas. Voilà, c'est un arbre qui n'a pas un port vraiment très large, donc ça devrait le faire. À part ça, pendant la tempête, il y a eu quelques grosses branches de chêne qui se sont cassées. Bon, je les ai ramassées, ça fera du bois pour faire des bulles de culture, parce que oui, je vais en faire, je pense, ici. J'ai absolument pas préparé le potager, j'ai rien fait. Je me suis dit qu'on verrait ça ensemble. Je pense que cette année, ça va être encore potager test. Et puis c'est pas grave, ce sera l'occasion quand même de s'amuser, et on fera quelque chose de cool. Et l'année prochaine, normalement, je suis sur le terrain. On aura tout le temps de voir ensemble comment vraiment bien préparer les zones potagères pour que ça dure dans le temps, etc. etc. Voilà, cette année, j'ai pas le temps de tout faire. On peut pas être surhumain. Bon voilà, ce sera comme ça. Pour ce qui est de la plantation des fruitiers, si jamais tu sais pas comment faire, c'est pas vraiment compliqué. Déjà, je te conseille honnêtement de partir d'un sion. Je te laisse te renseigner sur internet. C'est un arbre qui a été greffé sur un porte-greffe et qui a environ 1 an. Dans la plupart des cas, le sion, il a juste une tige principale comme ça. L'avantage de partir de ça, c'est que ça te permet après de former ton arbre comme tu le souhaites. Tu vois, par exemple, ici j'ai un sion qui a déjà été formé. Ça va me faire un arbre classique avec 1, 2, 3, 4, 5 charpentières. Si je prends un sion plus classique, on va dire, un sion qui a été taillé, voilà. Là, alors le sion il est énorme, hein, il fait quasiment 2 mètres, mais c'est une tige. C'est juste une tige, il n'y a rien. Donc là, il va falloir le tailler. Mais en gros, les branches vont partir des bourgeons. Ce sera à moi de venir le tailler et de choisir là où je veux le faire partir.
Donc c'est très pratique. La tige principale nous sert à faire le tronc et dès qu'on veut arrêter le tronc, on coupe et en fait toutes les charpentières qu'on va laisser sur les côtés, c'est elles qui vont former l'arbre après. Donc déjà, première chose, je te conseille de partir de ça. Après, libre à toi. Il y a des arbres double greffe avec une greffe sur un porte-greffe, un tronc et une greffe qu'on appelle haute. Des fois c'est 60-80, mais ça peut être plus haut, tu peux voir des fruitiers vachement haut. Ça va donner de très beaux arbres avec un beau tronc. Le truc c'est qu'un sion de qualité, ça va peut-être te coûter 16-17 euros. Un arbre comme ça déjà haut, ça va te coûter 80 balles. Voilà, donc c'est pas le même délire. Ici tu vois, j'ai un cerisier qui a été un peu taillé bizarrement, je dois avouer. Il y a plein de charpentières. Je pense que celui-là, je vais venir tailler toutes les branches. Je vais laisser grimper le tronc et je vais le couper en haut, surtout que celui-là il a eu une descente de sève là-haut. Donc à mon avis il poussera pas plus haut. Et comme ça je vais laisser partir 5 charpentières d'en haut. Donc une fois que tu as choisi un beau sion, ce qui va être très important c'est l'emplacement de tes fruitiers. Il y a certains fruitiers qui vont demander vraiment beaucoup de soleil par rapport à d'autres qui vont en demander un peu moins. Mais d'une manière globale, un fruitier ça aime le soleil. Donc choisis bien l'emplacement. Prévois aussi, c'est un futur arbre. Donc tu vas pas le coller à un autre truc. Retiens bien ça. Attention, c'est un arbre. Pour planter ton fruitier, la première chose que tu vas devoir faire, c'est enlever tout ce qui est graminées. Les graminées, c'est de l'herbe quoi. Alors il y a le Jardin des Merveilles qui a fait une vidéo super là-dessus, qui explique vraiment tout ce qui est la guilde des arbres fruitiers, pourquoi il faut enlever les graminées, etc. Donc je te mets un lien de sa vidéo, tu iras te renseigner. En fait, les graminées vont pomper l'eau avant tout le reste. C'est pas terrible. Pour l'arbre fruitier, quand il est tout jeune et que tu viens de le planter, il a besoin de beaucoup d'eau. Mais bon, il n'y a pas que ça. Je te laisse aller voir sa vidéo, tu verras, c'est complet. Hein, on va pas revenir là-dessus maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est décaper sur un cercle d'1 mètre de diamètre à peu près, tout ce qui est herbe, etc. Enfin voilà, tu décapes. Une fois que tu as fait ça, important, il faut décompacter le sol. C'est primordial, ça va faciliter l'enracinement de ton arbre. Plus c'est décompacté, plus ça se faufile facilement. Pour ça, la meilleure méthode, c'est la grelinette. Tu viens mettre un bon coup de grelinette dans les deux sens et puis terminé. Quand ton sol est bien décompacté, forcément tu viens creuser un trou. Prévois-le assez grand, faut vraiment que les racines aient de quoi aller se faufiler après dans de la terre décompactée. Et n'oublie pas de décompacter le fond. Il faut aussi que ça aille vers le fond. Quand ton trou est prêt, pour ton arbre fruitier à racines nues, c'est pas obligatoire de venir le praliner. Alors il y a tout sur internet, il y en a qui disent c'est impératif, il y en a qui disent mais pas du tout. Bon, l'avantage quand même de le praliner, c'est que ça vient coller de la terre sur les racines. C'est très important que tes racines ne sèchent pas. Donc mine de rien, un petit pralinage, ça fait pas de mal. Pour préparer ta petite bouillie de pralinage, tu vois, il faut que c'est un aspect un peu visqueux. Tu mets de la terre avec de l'eau. Voilà. La recette, pas compliquée du tout, tu vois, digne d'un chef 3 étoiles. De la terre, de l'eau, tu fais une bouillasse qui colle bien. Attention, il faut que ça colle bien. Et tu viens y plonger les racines de ton arbre. Alors combien de temps faut que ça reste là-dedans? J'ai entendu de tout. Il y en a qui font que le tremper, bien imbiber les racines, le ressortir et le mettre en terre direct. Et il y en a qui au contraire disent qu'il faut le laisser 24 heures. D'autres disent qu'il faut le laisser 2 ou 3 heures. Donc démerde-toi avec toutes ces infos. J'ai fait mon choix, j'ai fabriqué mon petit pralinage ici. Moi je les ai juste trempés dedans et je les ai mis direct en terre. Voilà. Hein, parce que vu que j'habite pas sur place, c'était compliqué de les laisser praliner pendant 24 heures. Après, libre à toi, si tu as besoin de plus d'infos. Tu connais la toile, va te renseigner. Quand tu viens remettre la terre, essaye de mettre de la terre même en dessous, là où il y a des trous. Le but du jeu, c'est vraiment que la terre vienne coller les racines. C'est une étape qui est importante. Si tu veux que ton arbre reprenne bien, il faut impérativement qu'il y ait de la terre sur toutes les racines. Quand tu as rebouché le trou avec ton arbre fruitier, ce que moi j'aime bien faire, c'est venir vider un seau d'eau ou un arrosoir complet d'eau. Comme ça, la terre va vraiment bien venir coller aux racines. Alors attention, il y a un danger à ça. Il ne faut vraiment pas qu'il gèle dans les 3 ou 4 jours après, parce que forcément, tu te doutes, l'eau va geler. Donc choisis bien la période à laquelle tu vas planter ton arbre. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, il faut absolument pas de gel. Ce qui est bien, honnêtement, c'est de le faire quand il pleut. Bah ouais, je sais, c'est relou, mais au moins c'est idéal pour ton arbre. Parce que la terre est bien humide, pour l'enracinement de l'arbre, c'est parfait. Une fois que tu as bien rebouché ton trou, etc., et surtout le suivi qu'il va falloir faire pendant la première année, voire même l'année d'après, ça va être important que l'herbe ne repousse pas autour de l'arbre. Les graminées vont pomper l'eau en priorité sur ton arbre. Ça serait dommage quand même. Alors pour faire ça, la méthode que j'utilise, moi tout simplement, je viens pailler. Pourquoi je préfère cette méthode aux autres? Le paillage va m'amener 2 avantages. Un, il va éviter que l'herbe pousse, donc ça c'est réglé. Et surtout en cette période-là, c'est possible qu'il y ait encore du gel pendant, mine de rien, assez longtemps, hein. On est mi-janvier, donc ça peut toujours geler. Or, les arbres fruitiers n'aiment pas ça. Donc mon paillage ici présent va empêcher que le sol ne gèle autour des racines.
Deuxième avantage. La meilleure technique, visiblement, et c'est ce que dit d'ailleurs très bien le Jardin des Merveilles, ce serait de mettre de l'engrais vert. Le problème, c'est que c'est pas du tout la saison pour le semer. Alors, je mets mon paillage, et quand ce sera la saison pour venir mettre de l'engrais vert, et ben je viendrai l'enlever et semer de l'engrais vert. Et une fois que c'est fait, ben ton fruitier il est planté, hein. Un petit truc que je voulais te dire quand même, la caravane. Au début, tu sais, je voulais mettre un chalet ici, construire un petit truc en bois pour pouvoir y habiter le temps de fabriquer la maison là-haut. Sauf que, comme je t'ai expliqué, le projet a changé et au final, ce sera pas un chalet mais une caravane. Plutôt que de la mettre ici sous les chênes, parce que ça pose problème avec les glands qui vont tomber, ça risque de faire des trous dedans, hein, et ben je vais la mettre en fait à la place du potager de l'année dernière. C'est pour ça que tu vois ici, j'ai tout enlevé. Il faut d'ailleurs que j'enlève la vigne parce qu'elle va me gêner et la caravane va être le long des cailloux. L'avantage de la mettre là, c'est qu'elle sera au soleil et puis surtout qu'il y a, il y a rien au-dessus, donc il y a rien qui pourra tomber sur le toit. Donc la petite caravane devrait venir s'intégrer ici. Et à côté, j'aimerais bien mettre une petite serre. Ça me permettrait d'avoir un espèce de petit salon protégé pour pouvoir mettre les agrumes, les choses comme ça. Et accessoirement, étendre mon linge, tu vois, hein, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que je ne sais pas comment la mettre ici. C'est une caravane qui pèse 2,5 tonnes. Forcément, je descends pas la côte que tu vois là avec ma voiture, c'est hors de question. Il va bien falloir que je trouve un moyen de la descendre là. Et là, je t'avoue, je ne sais pas. Ici, je connais pas grand monde. Je pense que je vais essayer de me renseigner avec les paysans du coin, voir si quelqu'un a un tracteur pour venir la descendre. Je sais pas, je sais pas. Ça, ce sera à voir. Voilà les amis, épisode un peu court de Vers l'autonomie. C'est, on va dire, un épisode de redémarrage. Bon, en même temps, c'est pas évident aussi de filmer et de faire quoi que ce soit là, sous la pluie, en plein mois de janvier. Pour moi, la saison, elle démarre vraiment en février, voire même en mars, donc on n'est pas pressé. Je préfère régler d'abord tout ce qui est permis de construire, plan, etc. Comme ça c'est en route et il sera toujours temps de venir s'occuper du terrain plus tard. Puis quand il fera un peu plus beau quand même, parce que bon, c'est pas très agréable d'être là sous la flotte avec 10 degrés, tu vois. Ça fait quand même plaisir de revenir là sur ce terrain. Il y a une espèce de vibration ici que j'adore. Peut-être parce que aussi je projette ma vie là, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici, c'est clair qu'on va être bien. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça fait toujours plaisir de partager mon expérience de vie et de partager avec vous vos expériences. De plus en plus, je prends cœur à vous montrer plein de choses, notamment avec le nouveau format qui est sorti la semaine dernière. Ça, c'est un truc qui me qui me tenait. Ça a été bien apprécié, donc c'est cool, on va pouvoir vraiment développer ce format-là. Le potager, c'est ici cette année. On va vraiment switcher de chez moi à ici. Ça va être palpitant, j'ai vraiment hâte de commencer là. Bref, sur ce, je suis un peu dans l'obligation de te laisser parce que je vois ma caméra et je suis même pas sûr que tu me vois bien avec toutes les gouttes d'eau qu'il y a dessus. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et de tes proches et on se retrouve, je l'espère, prochainement dans mon petit paradis.